musée français, le Palais des Beaux-Arts de Lille. Investigation, disparition, hypothèses, nous plongeons dans les coulisses d'un chef-d'œuvre de la Renaissance. Pour nous guider dans les rues de Florence, Gennaro Toscano, il est professeur à l'université de Lille 3. L'histoire de l'art de la Renaissance italienne, c'est sa spécialité. Nous sommes vers 1435. À cette époque, la ville est aux mains d'une famille puissante qui va marquer l'histoire européenne, les Médicis. Et c'est justement dans l'un de leurs palais que les premiers pas de notre enquête vont nous mener. Entre les murs de cette demeure pas comme les autres, se trouvait un chef-d'œuvre. Alors nous sommes ici dans la cour du palais Médicis, le palais voulu par Côme l'Ancien, le Pater Patriae, le père de la patrie, celui qui a installé le pouvoir de la famille des Médicis à Florence. Il a confié la réalisation à Michelozzo, son architecte préféré. Et ce palais va devenir le modèle du palais florentin de la Renaissance, un palais qui s'organise autour d'une cour centrale. Et c'est vraisemblablement dans l'une des salles de ce palais qu'était conservé le célèbre Festin d'Hérode de Donatello, l'une des pièces maîtresses de la Renaissance florentine. Mais quelques années à peine après son exécution, ce marbre va disparaître pour se retrouver des siècles plus tard, exposé comme une des pièces majeures du musée de Lille. Nous y retrouvons Gennaro Toscano. Décryptage d'une œuvre complexe, composée comme une bande dessinée. Ce bas-relief représente le banquet d'Hérode, du roi Hérode, qui vivait une relation scandaleuse avec sa belle-sœur Hérodiade, mère de Salomé, que l'artiste a représentée ici au centre de la composition. La jeune et belle Salomé danse et Hérode, représenté ici vieillard, ventru et barbu, envoûté par la danse de Salomé, dit à sa belle-fille « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai ». Salomé, poussée par sa mère, demande la tête du Baptiste. Dans les évangiles, c'est l'un des épisodes les plus cruels. Saint Jean-Baptiste est emprisonné dans les geôles du roi. Il a osé dénoncer cette relation scandaleuse. Hérodiade veut sa tête. Salomé lui offre, comme dans cette peinture de Bernardino. Mais au-delà de l'histoire biblique, Donatello innove. Il crée une nouvelle perspective en 3 dimensions. Ainsi, le grand escalier vous emmène vers le fond de la scène. Les arcades cachent des personnages à peine esquissés. Donatello joue avec les profondeurs et nous donne l'impression de participer à la scène. C'est l'une de ses créations les plus originales. Cette technique permet à Donatello de donner une sorte de souffle vital à sa composition, en représentant des personnages non pas assaillis, mais avec une douceur dans le rendu du relief. Ici, si on regarde Salomé, on a l'impression presque de pouvoir toucher le mouvement des voiles. Un exercice de haute volée, réalisé sans doute pour un personnage important. En effet, la petite taille du bas-relief laisse penser qu'il a été fait pour la dévotion privée. Alors, qui est le commanditaire de cette œuvre? Aujourd'hui encore, nous avons peu d'indices. Pour les découvrir, retour à Florence. Gennaro Toscano nous conduit à la basilique San Lorenzo, où il a peut-être trouvé un début de réponse. Cette église est l'une des plus riches de la ville, avec ses œuvres, entre autres, de Michel-Ange, Verrocchio et bien sûr Donatello.
Le chantier de la basilique San Lorenzo est strictement lié à l'histoire de la famille des Médicis. À partir de l'époque de Côme de Médicis, la basilique passe sous le patronage de Côme. Elle va devenir l'un des plus importants chantiers de la Renaissance à Florence. Cette église devait exprimer par ses monuments, par ses tombeaux, la puissance de la famille des Médicis. Et c'est justement dans les profondeurs de cette église, dans la crypte funéraire, que nous allons en savoir plus. Derrière cette grille, on peut voir le tombeau de Côme l'Ancien. San Lorenzo, au fil des siècles, va devenir le véritable panthéon de la famille des Médicis. Et il est intéressant de remarquer qu'à quelques pas du tombeau de Côme se trouve celui de Donatello. L'artiste est mort à Florence le 13 décembre 1466 à l'âge de 83 ans. Côme a été un grand protecteur de Donatello et cette proximité témoigne de l'amitié entre les deux hommes. Une amitié, un véritable privilège pour l'artiste. Il s'est toujours vu encouragé par Côme l'Ancien dans ses recherches artistiques. L'homme fort de Florence aurait donc pu être le commanditaire de son festin d'Hérode. Mais qui est celui que les plus grands prennent sous leur protection et qui va devenir un des sculpteurs toscans majeurs du Quattrocento, le XVe siècle? Direction le cœur historique de la ville. Donatello est né à Florence vers 1386. Il était fils de cardeur et donc membre de cette bourgeoisie marchande typiquement florentine. Il fit son apprentissage dans l'atelier de l'orfèvre et architecte Filippo Brunelleschi, mais nous retrouvons sa première trace documentaire en 1404 lorsqu'il collabore avec l'orfèvre Ghiberti, dont vous avez ici le portrait, l'auteur des portes du baptistère de Florence. À cette époque, le jeune homme collabore avec le maître pour la préparation des dessins, pour la préparation des moulages, la restauration des moulages. Donc on peut imaginer de retrouver par-ci par-là, sur ces têtes de vieillards, sur ces frises, dans ces panneaux, la main du jeune artiste. Prémisse d'un travail sur les volumes, très vite Donatello va explorer toutes les formes de son art. Au musée de la cathédrale se trouve une œuvre imposante située à plusieurs mètres de hauteur. La Cantoria, ou la tribune des chanteurs, réalisée vers 1430. Ces bas-reliefs portent déjà en germe tous les éléments du marbre de l'île. Mais le plus surprenant reste à venir. Nous partons pour Sienne, à 50 km de Florence. Dans le baptistère de la cathédrale, une impression de déjà-vu. À partir des années 1420, les artistes florentins commencent à jouir d'une grande renommée. Ghiberti et Donatello sont appelés par l'œuvre de la cathédrale de Sienne pour travailler au panneau en bronze des fonts baptismaux. Ici, nous avons la pièce maîtresse de cet ensemble, le banquet d'Hérode, réalisé par Donatello entre 1423 et 1427. Ce banquet d'Hérode précède d'une dizaine d'années celui de Lille. Mais le thème est le même, avec des variantes, bien entendu. La danse de Salomé n'est pas représentée, mais simplement évoquée par les musiciens qui sont présentés derrière les arcades. Nous avons une grande profondeur spatiale dans ce relief et surtout par rapport au calme et à l'équilibre qui domine la composition aujourd'hui à Lille, nous avons ici un sentiment d'effroi, une expression de mouvement, les personnages sont beaucoup plus saillants. C'est une œuvre exceptionnelle car elle représente l'une des premières épreuves de Donatello dans ce domaine, l'une des premières fois où l'artiste a essayé de travailler, d'introduire dans ses représentations les règles de la perspective moderne.
Si l'origine du commanditaire de ce bas-relief est toujours mystérieuse, un document, lui, ne fait aucun doute sur son propriétaire à la fin du XVe siècle. Cet après-midi, Gennaro Toscano a rendez-vous aux archives de la ville de Florence. Voilà, je vous ai apporté l'inventaire de l'héritage des Médicis réalisé à la mort de Laurent le Magnifique en 1492. Des biens qui se trouvaient dans le palais des Médicis au moment de la mort de Laurent le Magnifique en 1492. Donc nous avons la liste de tous les biens, des tissus, des bijoux, des œuvres d'art, même des objets liturgiques qui se trouvaient dans la chapelle. Puis suit la description de la grande chambre de Laurent le Magnifique, in detta camera grande de Lorenzo. Il y avait des tableaux, mais surtout il y avait des coffres, il y avait des coffres forts avec les biens, avec les habits, etc. Et puis, dans l'antichambre de Laurent le Magnifique, il y avait un objet qui nous intéresse de près, car il s'agit du festin d'Hérode. Uno quadro di marmo con molte figure di Donato. Un panneau en marbre avec beaucoup de figures, un relief mais plat et autre chose en perspective, c'est-à-dire de San Jean, de la main de Donatello. C'est une preuve que le relief était bien dans l'antichambre du palais des Médicis et en particulier dans l'antichambre de Laurent le Magnifique. Et un élément qui est très intéressant, c'est que le relief était estimé à 30 florins. Or, nous savons que Donatello, par exemple, payait un loyer pour sa maison entre 10 et 15 florins par an. Donc c'est une somme importante, c'est une somme considérable pour l'époque. Après cette date, nous perdons complètement sa trace. Qu'est-il devenu? Pour comprendre, il faut se plonger dans l'histoire de Florence. À l'époque, la ville est la proie de nombreux règlements de compte. L'armée française de Charles VIII fait son entrée en Toscane. Elle envahit la région. Les Médicis sont renversés. Pendant cette période de troubles, le palais des Médicis s'est mis à sac pendant 10 jours. La collection est dispersée, pillée. Certains chefs-d'œuvre de Donatello, comme le David ou la Judith, sont transférés ici, au Palazzo Vecchio, le palais de la Seigneurie. Un homme fait alors parler de lui. Son nom, Jérôme Savonarole, un moine prédicateur qui va imposer sa république chrétienne et religieuse, une sorte de dictature théocratique. Nous sommes en 1494. C'est sur cette place, la place de la Seigneurie, que Savonarole organise des bûchers de vanité. Il incite ses concitoyens à brûler leurs œuvres profanes. Des milliers de livres, de statues, de tableaux, d'objets d'art sont brûlés. Des chefs-d'œuvre exceptionnels de l'art florentin de la Renaissance ont ainsi disparu dans les flammes. Dans la foule, on remarque des peintres comme Sandro Botticelli. Il a lui-même apporté certaines de ses œuvres au bûcher. Pendant tous ces troubles, on perd la trace du festin d'Hérode de Donatello. A-t-il été volé? A-t-il été caché? A-t-il été vendu? Cela reste un mystère. Si l'on connaît peu de choses sur l'errance du bas-relief, une œuvre cependant intrigue. Direction le château de Fontainebleau en France. Vincent Droguet est conservateur. Derrière cette porte, nous entrons dans l'une des plus belles salles des lieux. La galerie François Ier, dans laquelle nous nous trouvons, a été aménagée entre 1532 et 1539 à peu près sur les dessins de Rosso Fiorentino, donc qui est un peintre d'origine florentine qui travaille au service de François Ier à partir de 1530 et qui va réaliser entièrement donc, le décor de cette galerie
qui, à l'époque, est en fait la galerie privée du roi. Et c'est au fond de cette pièce qu'une fresque nous interpelle. Il s'agit de l'Éducation d'Achille, une œuvre réalisée une centaine d'années après le bas-relief. Ce qui est remarquable par rapport au relief de Donatello, c'est qu'on retrouve dans cette composition l'utilisation de l'architecture exactement comme à l'arrière-plan du relief de Donatello. C'est-à-dire le grand emmarchement sur le côté droit menant à une sorte de palier intermédiaire et la colonnade sur le côté gauche avec des gens qui sont massés sous cette colonnade. Donc ça ne semble véritablement pas être le fruit du hasard. En réalité, Rosso soit a vu le relief à Florence lors de sa période de formation, puisque c'est un Florentin qui s'est formé à Florence, soit il a vu un dessin à partir de ce relief, qui devait être un relief relativement célèbre à Florence à la fin du XVe siècle. Il semble donc que quelques années après avoir perdu sa trace, ce bas-relief soit toujours à Florence. Une disparition d'autant plus troublante que Giorgio Vasari, le fameux biographe du XVIe siècle, dans son livre sur ses vies d'artistes, ne cite jamais le festin d'Hérode de Donatello. Étrange, étrange. Il faut ensuite faire un bond de 4 siècles pour retrouver sa trace à Lille, au musée des Beaux-Arts. Maria Teresa Caracciolo est chercheure au CNRS. Elle va nous aider à percer le mystère de cet étrange voyage. Direction le cabinet des dessins du musée, tiroir des archives, document I-22. Nous avons là le premier inventaire du musée des Beaux-Arts de Lille qui date de 1865 environ, où le nom de Donatello va apparaître. Donatello et le bas-relief représentant donc le Saint Jean-Baptiste. C'est la première fois donc qu'il reçoit une identité précise, mais il faut savoir que ce bas-relief est dans le musée de Lille depuis beaucoup plus longtemps. Il est entré en 1834 à la suite du legs fait à la ville de Lille par un artiste lillois d'origine, Jean-Baptiste Vicard. Jean-Baptiste Vicard, né le 22 avril 1762 dans une famille pauvre. Il va devenir l'un des plus grands collectionneurs de son époque. Jean-Baptiste Vicard est un peintre de Lille qui, s'il débute modestement, a de grandes ambitions. Alors, il fait ses premiers pas dans la gravure, dans la peinture de portraits. Sa chance, c'est d'entrer dans l'atelier de David, à Paris. Il arrive ainsi, comme élève de David, à l'époque de la Révolution. Il s'engage dans la Révolution, c'est un activiste du mouvement révolutionnaire, et il le fait dans le sillage du peintre David et surtout de Robespierre. Il participe, hélas pour lui, à la Terreur, et à la suite de la Terreur et à la suite de la chute de Robespierre, il va faire de la prison, comme d'ailleurs son maître David. Après cette coupure assez abrupte de sa carrière parisienne, il décide de tenter sa chance ailleurs et en 1796, il va se rendre en Italie. Un an plus tard, les campagnes d'Italie commencent. Bonaparte et le Directoire vont créer la Commission des sciences et des arts. L'objectif, réquisitionner dans les pays vaincus les grandes œuvres d'art pour le musée révolutionnaire, aujourd'hui le Louvre. Vicard intrigue pour faire partie des experts de cette commission. Il parcourt l'Italie à la recherche de pièces rares pour la France de Bonaparte, mais surtout pour lui-même. C'est le début de ses premières collections personnelles. Il a rassemblé, nous le savons, environ 7000 dessins tout au long de sa vie, dont plusieurs centaines sont entrés au musée de Lille. Des dessins de la Renaissance, mais aussi des feuilles appartenant à ce fameux Quattrocento, qui est l'époque de Donatello précisément, avec ce très beau Sandro Botticelli qui est préparatoire pour une peinture des offices, et surtout ces 36 feuilles de Raphaël, dont cette esquisse pour la Madone d'Albe, une très belle feuille à la sanguine, qui est donc le sujet de son tableau.
Enfin connaisseur, Vicard semble donc bien connaître les œuvres du siècle de Donatello. Mais qu'en est-il du bas-relief? Comment est-il entré dans sa collection? On ne sait pas. On constate seulement que dans son legs, étrangement, Vicard ne dit jamais qu'il s'agit d'un Donatello. Il parle juste d'un petit bas-relief de Saint Jean, un mystère qui a peut-être une explication. Vicard aime s'entourer de mystères dans toute son activité de collectionneur et de marchand. C'est une de ses stratégies, c'est une véritable tactique de collectionneur et de marchand. Il ne dévoile jamais les sources de ses œuvres, on ne connaît pas le nom de ses clients, il cache même ses œuvres. Mais dans le cas présent de ce bas-relief, elle se justifie encore plus. Il a décidé, en effet, de faire sortir ce bas-relief du territoire de Rome, de le léguer à la ville de Lille. Il a peur, d'une part, que le fait de dévoiler sa véritable identité fasse augmenter l'impôt de succession sur son legs. D'autre part, il a peur aussi que les autorités de Rome veuillent retenir l'œuvre sur place comme un trésor national. On comprend donc que pour toutes ces raisons, il s'entoure de mystères et qu'il ne signale jamais qu'il s'agit d'un bas-relief de Donatello. L'homme est méfiant, d'autant que quelques années auparavant, il s'était fait voler une partie de sa collection. Vicard meurt en Italie d'une pleurésie et emporte avec lui le secret de l'acquisition de ce bas-relief. Annie de Vambrochy est conservateur au musée de Lille. Ce matin, elle nous emmène aux archives départementales. La disparition de l'enfant du pays va créer une certaine émotion dans la haute société de l'époque. La collection Vicard se révèle être un cadeau plutôt volumineux. En février 1834, le chevalier Vicard meurt à Rome. Cependant, il n'a aucune descendance et il cède sa collection, sa fortune à la Société royale des sciences de l'agriculture et des arts de Lille. Et c'est ainsi que cette société se retrouve à la tête de cette fantastique collection de dessins de Michel-Ange, Raphaël. Mais cependant, elle est un peu désemparée et ne peut assurer la gestion. Et c'est ainsi qu'elle cède la gestion à la ville de Lille par ce document. Donc vous voyez, legs du chevalier Vicard date du 18 octobre 1834 et c'est ainsi que la ville de Lille se retrouve propriétaire de cette fameuse collection. Ce que l'on appelle encore le petit bas-relief de Saint-Jean est alors exposé à l'hôtel de ville avec le reste de la collection. Mais très vite, le lieu s'avère exigu. On réfléchit à un nouveau bâtiment. Le musée des Beaux-Arts de Lille ouvre ses portes un demi-siècle après la mort de Vicard. Et c'est ainsi que la foule, le 8 mars 1892, arrive, se presse dans les salles et notamment se presse pour visiter la fameuse salle Vicard du musée Vicard qui prend place là au plus bel endroit du musée, au premier étage, l'étage noble, et les plus beaux dessins sont donc présentés avec le relief de Donatello et la fameuse tête de cire. Le festin d'Hérode constitue un jalon important dans l'histoire de l'art. Mais alors que tout convergeait pour qu'il se perde dans les limbes de l'histoire, ce bas-relief a su traverser les époques.